des Maghreb. Donc, merci bien, Monsieur le Président. Donc, en fait, on avait pensé à cette présentation pour mettre un peu le contexte de l'évolution de cette chaîne de Maghrébine. On ne peut pas entrer directement, je veux dire, dans cette chaîne de la géologie de la chaîne de Maghrébine sans parler du contexte et de l'évolution qui a généré cette chaîne des Maghrébines. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai considéré comme important, en introduction, de parler un petit peu de ce contexte de la géodynamique de cette chaîne, d'autant plus qu'au niveau du TRAG, nous avons travaillé sur la partie qui était essentiellement en mer, où là a commencé effectivement la connaissance de l'évolution et des différents stades qui ont permis la genèse un peu des formations que l'on voit aujourd'hui. Donc, si on parle effectivement il faut savoir dans quel contexte nous sommes. Nous sommes ici dans un contexte de la région ouest méditerranéenne, avec un certain nombre de bassins. Tout le monde connaît un petit peu cette chaîne des Maghrébines. Alors, je ne veux pas rentrer effectivement directement dans la problématique de la géologie, parce que je laisserai les collègues aborder cette thématique de façon beaucoup plus précise, où là, il y a réellement tout un certain nombre d'études. Hamou Djourib avait fait sa thèse sur la petite Kabylie, avait décrit également, je veux dire, les formations de cette région, de nombreux. Donc, tout au long de ce colloque, vous allez avoir des présentations concernant, je veux dire, le détail de cette formation de Maghrébine. Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas, lorsqu'on parle de la chaîne Maghrébine, on ne peut pas déconnecter cette chaîne également de la transition entre la partie à terre et de la partie marine. Parce que la partie à terre a encaissé un certain nombre de contre-coups de l'évolution de la partie méditerranéenne. Et donc, il fallait effectivement travailler également sur la partie marine. Et d'autant plus qu'effectivement, il y a lieu de revenir et de connaître, puisque de par le passé, nous avons ces figures qui témoignent non seulement des structures en place, mais également de cette limite de plaque entre la partie africaine et la partie eurasiatique, avec un rapprochement, mais où se situe cette limite de plaque actuelle? Nous connaissons les limites de plaque anciennes, mais effectivement la limite de plaque actuelle est importante à délimiter. Donc, c'est une présentation du contexte. Ici, nous avons également pour la chaîne à terre qui apparaît, mais aussi les différents bassins néogènes que l'on observe également à terre. Et on voit très bien que sur la partie marine, vous avez ces bassins sont caractérisés par des dépôts et des épaisseurs sédimentaires qui varient lorsqu'on passe de la région de la mer d'Alboran à l'ouest. Alors j'ai pas de pointeur, donc les gens se reconnaîtront effectivement par rapport à ce que je suis en train de dire, mais au fur et à mesure, nous avons des dépôts qui varient en termes d'épaisseur et la nature des différentes formations. Et justement, le problème, c'était de savoir quel était ce lien, effectivement, avec la partie continentale, mais également comment, je veux dire, le contexte des différents dépôts, non seulement des dépôts, mais aussi de la nature crustale sur lequel reposent ces dépôts, était important à connaître pour voir effectivement quels sont les processus et quelles sont les différentes phases qui ont marqué cette région. Alors on voit qu'effectivement, qu'en marge, sur la partie marine, on a une certaine forme de segmentation qui s'effectue entre les différents types de bassins. Peut-être avec donc, ces dépôts et donc différents, avec sa croûte qui était effectivement lunaire. Alors effectivement ici, ces massifs
de zones internes avec la mise en place de bassin, un domaine de friche qui est bien identifié avec ici la dorsale, et puis après on descend sur la partie thélienne avec les zones ce qui est important, c'est que dans ce domaine méditerranéen également, il est important effectivement d'essayer de reconstituer l'histoire de ce domaine au travers des premières préoccupations qui étaient tout le temps exprimées au niveau, c'est la reconnaissance en fait, des anomalies magnétiques dans la région méditerranéenne. Et, effectivement, lorsqu'on sait que les modèles d'évolution à travers les grandes plaques tectoniques, je parle de l'Atlantique et autres, ou bien dans l'océan Indien, ou bien dans le domaine pacifique, les reconstructions et les modèles d'évolution sont tirés à partir des anomalies magnétiques. Et donc on a un processus d'évolution qui permet de mettre et de connaître en fait comment, je veux dire, les plaques ont évolué. Et ces anomalies magnétiques sont également les déterminants de la détermination des pôles eulériens pour pouvoir déterminer voilà, le parcours. Alors ici, sur le contour méditerranéen, on voit tout un certain nombre d'anomalies magnétiques qui concernent par exemple ici le domaine d'Alboran, sur le bassin agro-provençal, mais on ne voit pas réellement de structure et de linéaments magnétiques tels qu'on pourrait les observer aussi bien dans les grands océans, tels que où on voit réellement de belles anomalies, je veux dire, alignées, magnétiques, et qui sont entrecoupées par ce qu'on appelle les zones de fracture qui viennent décaler pour une raison عفوا إذا باللغة الفرنسية إذا كان ممكن كنا نتكلموا باللغة الإنجليزية sorry for this I don't know if you understand or some words or I'm speaking about what happened in the western part of the Mediterranean region and the evolution, and also what's the result which go to the initiation of the Maghreb region of the Maghreb belt. For this reason I explain what we use and also to understand what happened in the ocean part. And to understand what about magnetic anomalies that it is important to know for the evolution. Donc c'était l'intérêt, et ça qu'on voit déjà peut-être apparaître dans ces régions des formes d'anomalies magnétiques effectivement qui peuvent permettre effectivement de raconter une certaine histoire, et ce que plusieurs papiers ont tenté effectivement de faire et qui ont été repris plusieurs. Alors en fait, effectivement, on utilise un peu les différentes données qui sont à notre disposition, qui sont les données magnétiques, et également les données, de sismicité qui traduisent la convergence. Mais ça, je ne parlerai pas de la sismicité parce qu'en fait, on va en parler. Un continuum dans les présentations qui sont, j'ai bien 30 minutes. Donc, il est important de connaître un peu la signification de cette sismicité, de voir à peu près comment elle s'inscrivait effectivement sur ce pourtour méditerranéen. Et on voit que cette région des Maghrébines est aussi touchée par une sismicité qui touche, mais qui traduit des processus qui sont actuellement, je veux dire, en cours et qui sont importants pour voir comment le processus de rapprochement des plaques est aujourd'hui initié au niveau de cette région des Maghrébines. Alors, ce qui était fondamental, c'était également d'initier et d'acquérir d'autres données, soit de géologie, soit de géophysique, qui permettaient effectivement de pouvoir connaître un peu les mécanismes de la déformation de cette région des Maghrébines. Alors, tout part à partir de la détermination des pôles eulériens et de voir comment l'Afrique entre en convergence par rapport à la plaque eurasiatique. Donc c'est cette rotation au fur et à mesure de la plaque africaine qui remonte, comme on le voit, qui remonte et qui rentre en convergence,
et qui est à l'origine donc de la formation de cette chaîne alpine. Et on voit très bien les différents stades. Alors ça, c'est des mouvements de la plaque africaine qui peuvent être délimités donc, à partir des linéaments et des linéations magnétiques sur la partie atlantique, et également de voir un peu si le paléomagnétisme pourrait apporter également ces marqueurs pour voir un peu le déplacement de la plaque africaine. Et donc on voit un peu le trajet de la plaque africaine à travers les pôles eulériens ici. On voit aujourd'hui la convergence exprimée par cette remontée de la plaque africaine vers la plaque eurasiatique. Bon, donc je voulais simplement initier qu'effectivement on a ce break-up entre la partie atlantique et la partie africaine, et cette séparation qui est à l'origine effectivement de la formation de l'océan téthysien, qui a permis effectivement de reconstituer un peu les grands procédés qui ont marqué ce grand domaine qui est à l'origine et qui était antécédent à donc la formation après de la partie téthysienne et ensuite de la Méditerranée occidentale. Donc je ne vais pas rentrer à chaque fois dans le détail, mais c'est pour vous situer le contexte dans lequel, voilà. Donc l'initiation en fait de comment, je veux dire, cette région téthysienne s'est initiée, donc tout un certain nombre d'ouvertures, de processus d'ouverture qui a donné naissance, et ça remonte à réellement, je veux dire, à donc des centaines de millions d'années pour petit à petit, je veux dire, aboutir à la configuration actuelle. Et donc après, pour la partie méditerranéenne, plus précisément, il est clair qu'on ne peut parler de cette structuration de la chaîne des balles de vie si on ne fait pas une synthèse de l'ensemble des modèles d'évolution qui ont marqué effectivement cette région. Alors il y a eu de nombreux auteurs qui ont fait ces propositions de modèles d'évolution. Là, nous avons un modèle de proposition par Richard en 2002 et qui permet de voir comment s'est agrégé effectivement les différents blocs de la région ouest méditerranéenne en déjà initiant la présence du bloc AKPK et ça dérive puisque ce bloc a été fragmenté et ensuite s'est déplacé sur la région méditerranéenne. Mais le problème, c'était effectivement d'arriver à connaître, ce qui n'était pas facile à faire, d'arriver à reconstruire les trajectoires des différents blocs dans cette région. Alors, effectivement, Rosenblum, effectivement, arrive à notre modèle qu'on voit ici se présenter après de 175 millions d'années. Et on voit comment l'Ibérie, qui a donné formation au niveau des Pyrénées, s'est accrétée effectivement à la plaque eurasiatique, et ensuite comment cela a évolué au fur et à mesure dans le domaine méditerranéen. Alors, un des marqueurs qui sera discuté ultérieurement, c'est un peu sur les aspects magmatisme, et avec les points de vente du magmatisme qu'il faudra reprendre, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, et qui sont essentiels pour dater un peu les événements. Je ne veux pas trop m'attarder, mais je voudrais donner lieu à ce qu'on appelle ce fameux domaine interne de la région des Maghrébines. Donc, ce modèle est un des modèles qui est aujourd'hui présenté, permet effectivement ensuite de le reprendre et de le voir sous forme schématique en couple, où effectivement on peut revoir que les Kabylies étant traités sur la chaîne proche des Bétiques, la chaîne des Kabylies, donc nous avons l'ouverture ici entre la partie kélienne effectivement d'un bassin et l'initiation d'un slab qui va peu à peu, alors avec un processus de rollback, de retrait de ce slab, évoluer et donner effectivement les premières déformations que l'on voit ici sur la chaîne atlantique, les premières déformations, et puis ensuite il y a donc
le retrait du slab et l'initiation du bassin algérien. Et ensuite, ici, là, les premiers dépôts des zones de friche, puisque en fait, bon, la problématique des dépôts des zones de friche reste quelque chose qui a fait l'objet de grandes controverses à l'époque, qui avait été lancées à l'époque de M. Durand-Pelletan et autres, pour voir l'origine des friches. Mais en fait, on a ce modèle avec l'initiation du bassin, le retrait du slab, le rollback. Et ensuite, à un certain moment, nous avons un détachement du slab tétidien ici, vers une quinzaine de millions d'années, jusqu'à la fonte de la plaque, jusqu'à ce qu'il y ait impression effectivement de ces blocs pour pratiquement de ces blocs avec le détachement du slab et l'impact, la mise en place des nappes et ensuite les bassins post-nappes. Donc ici nous avons donc effectivement, je veux dire, un modèle d'évolution qui est proposé. Et donc effectivement, ce modèle proposait effectivement le fait que nous ayons à un certain moment un slab qui s'est retiré au fur et à mesure et qui à un certain moment s'est détaché. Donc c'est quelque chose qui a été un des éléments phares et qui a donné effectivement lieu à des datations précises. Et ça c'est effectivement le premier schéma qui situait ce détachement du slab peut-être vers 17 millions d'années. Et ensuite ça a été repris dernièrement par la thèse d'Abassel de l'INSTHB qui effectivement a montré qu'effectivement ce slab, alors le slab effectivement, elle montre le slab ici qui était à l'époque en train de revenir sur la partie africaine, et à un certain moment, donc elle date vers 17 millions d'années, le détachement de ce slab. Alors, donc, pour connaître un peu la problématique des slabs, également, je veux dire, en cours sur la partie ouest méditerranéenne, les grandes coupes tomographiques ont permis de voir un peu les slabs que nous avons sur la partie du bassin d'Alboran, effectivement, où on voit effectivement ce slab pénétrer, voilà, donc ici dans cette région, et sur la partie tyrrhénienne où on voit ce slab également exister à l'heure actuelle. Donc la Méditerranée a été effectivement marquée par l'initiation de nombreuses zones de... Et tout dépend effectivement de la partie croûte. Et donc l'encaissement continue par la déformation que nous observons ici, actuelle, et avec cette encaissance de ce rapprochement des grandes plaques qui se situe autour de cette chaîne des Maghrébines et qui a été matérialisée aussi par tout un certain nombre actuellement, des formations actuelles qui est mesurée par les stations GNSS, GPS, pour quantifier un peu les niveaux de déformation. Alors, je vous précise qu'au CRAG, nous avons près de 60 stations GNSS qui sont en place et qui donnent, après 7 à 8 années de mesure, les premiers résultats sur la quantification du déplacement et des déformations enregistrées sur la partie nord. Aujourd'hui, nous avons près de 100 stations qui ont été acquises il y a près de 2 mois et qui vont être installées et qui vont quantifier de façon très précise les niveaux de déformation par rapport à cette collision entre les plaques eurasiatiques et les plaques africaines. Donc, alors, cette enquête effectivement sur la partie actuelle a donné lieu à des modèles de déformation actuelle, et la déformation actuelle est une déformation transpressive et qui serait matérialisée par des rotations de blocs qui a été donc modèle proposé par Malawi en 2012 et qui permet de voir qu'effectivement sous cette contrainte, ce rapprochement, nous avons donc effectivement l'initiation non pas d'un rapprochement direct, mais avec une composante décrochante qui va matérialiser, et cela se retrouve alors effectivement sur la déformation actuelle, surtout dans la région est du pays où on voit qu'effectivement les séismes sont plutôt matérialisés. Alors pour vous dire que
cette déformation et cette connaissance de la géodynamique, pour nous, était essentielle. Au niveau du crade, alors j'ai initié ici avec Abislam des grands projets qui s'appellent Maraja et Spirale, avec les collègues français d'Ifremer et ici de Sonatrach. Le crade a jugé important, et avec également Ahmed Joulé, nous étions les trois, nous avions initié les programmes Maraja et Spirale. C'est ici en Algérie que ça a été fait. Effectivement, nous avons proposé pour essayer d'avoir une quantification. Alors on a initié au tout départ pour les histoires de contraintes, nous avons initié le grand projet effectivement Maraja, parce qu'il est important de connaître la partie superficielle de la marche pour voir un peu les mécanismes de déformation. Et donc nous avons fait un survey de l'ensemble de la marche en l'espace de près de deux campagnes, une réalisée en 2003 et une en 2005. Campagne que nous avons réalisée qui était prévue en 2002, une année avant le séisme de Boumerdès. Et cette campagne s'est déroulée juste au moment du séisme, c'est-à-dire quelques semaines, alors qu'elle avait été prévue une année avant, ce qui était compliqué. Ensuite, nous avons continué sur la partie Est, donc nous avons eu la quantification, effectivement, la première cartographie de la marche sur ce qui était une première, et de voir un peu comment s'inscrivaient les différents domaines géologiques de la partie continentale, comment ils se prolongeaient sur la partie mer. Et donc les mécanismes de la déformation, on voit par exemple qu'en bas de marche, nous avons les premiers éléments au bas de marche qui traduisent la compression actuelle. Et ça c'est important pour montrer que la convergence actuelle se caractérise en pied de marche. Alors vous avez des beaux pieds ici, qui est ici, et qui serait à l'origine effectivement du séisme que l'on a eu à Boumerdès. C'est des mécanismes qui sont importants pour voir comment le rapprochement, et ça c'était pour la partie superficielle. Alors, ce qui nous a permis effectivement de cartographier l'ensemble des structures à l'origine de ce rapprochement, mais également nous avons proposé un modèle ici en 2009 sur, alors on avait le pressentiment que dans cette zone, nous avions un rôle sur cette déformation de la partie continentale, du rôle de la lithosphère océanique dans ce rapprochement de cette compression. Et nous avons proposé qu'effectivement, les structures que l'on voyait sur la chaîne ici n'étaient que l'expression de mécanismes profonds qui pouvaient se manifester en profondeur. Ici, nous avions fait une première cartographie également entre la partie, en essayant de délimiter l'impact des zones internes sur la partie offshore. Ensuite, on est parti travailler un peu sur la segmentation en faisant le grand est-ouest ici. Alors ces projets ont donné lieu à tout un certain nombre de thèses, de doctorats. Je ne voudrais pas les citer, mais il y en a une quinzaine, à droite à gauche, entre la partie Maraja et la partie Spirale. Mais franchement, nous avions une réelle information sur les mécanismes de déformation. Je l'ai parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais voilà, c'est à peu près 5 minutes. Alors, important de voir effectivement, de faire une couverture des linéaments magnétiques et de voir les intrusions magnétiques, à quoi correspondaient-ils effectivement dans cette zone. Et donc, par la cartographie, donc ça a été fait en collaboration avec les collègues de Sonatrach, et on voit très bien cette segmentation avec un domaine d'Almorand sur la région ouest, une partie centrale, et puis une partie qui est plus liée à la rotation du bloc Corso-Sarre ici à l'est. J'allais vite, alors donc on est initié pour connaître un peu ces impacts de ce rapprochement sur cette région. On a initié le grand projet Spirale, alors qui était la connaissance d'investigation d'investigation profonde, de sismique profonde, le long de 5 transects sur des zones clés géologiques. Alors vous voyez très bien la région d'Annaba, la région de Petite Kabylie, la région de Grande Kabylie, la région de Alger et du bassin, donc Mitidja, et sur la partie ouest, plus en relation avec le domaine de la Goran et la région effectivement du bassin du Chéli. Alors voilà, donc il y a eu des résultats qui ont été réalisés grâce à des thèses, mais qui donnent lieu à la structure profonde, connaissant un peu sur ces différents transects. Donc ici, on a mis
Aslam enfin, M. Hamad ici, qui est maintenant docteur. Alors, leur pressentiment, c'était de savoir, à un certain moment, que toutes les données géophysiques montraient effectivement que peut-être nous avions dans cette zone, surtout dans la partie centrale, l'initiation d'une jeune zone de subduction. Et effectivement, les modèles que nous avons faits ont montré qu'effectivement, avec cette déflexion ici que nous voyons sur le signal, qu'effectivement, nous avions une initiation sur la partie centrale de la partie algérienne, à ce niveau, essentiellement une initiation d'une zone de subduction naissante sur cette région. Ce qui permettait effectivement, avec tout ce modèle d'évolution, de connaître comment, je veux dire, l'affrontement, et donc ça c'est une première, je veux dire, puisque la problématique des zones de subduction naissantes, je veux dire, n'existe pratiquement très peu à travers le monde, et l'Algérie. Et donc, pour nous, la délimitation de la nouvelle frontière de plaque entre la partie africaine et la partie eurasiatique se situe plutôt le long de la marge algérienne, ici au nord. Voilà. Et donc, j'en ai pratiquement terminé. Je pense d'avoir été dans le temps. Donc, la région des Maghrébides résulte à partir du split des blocs LKPK et du rollback du Slav et de la suture des blocs Kabyles. La construction du domaine atlantique résulte lui-même sur la partie continentale résulte de deux phases essentielles à l'Éocène et au Pléistocène quaternaire inférieur. La marge algérienne a été segmentée en trois domaines. Sur la partie ouest qui est liée au domaine d'Almoran, la partie centrale qui matérialise la dérive des blocs LKPK et la suture, et la région est qui est matérialisée par la rotation du bloc Orsusar. Nous avons des zones de transpression, de grandes zones cristales, qui sont des steppes folles à l'ouest et à l'est. Il y a une inversion tectonique qui s'est matérialisée sur la partie inférieure de la marge, que l'on voit à partir du Pliocène. Il y a l'initiation d'une zone de subduction, je veux dire, le long de cette marge. Un modèle d'évolution a été précisé pour savoir comment effectivement ce bassin algérien a évolué au cours du temps, et l'actuelle limite de plaque entre les plaques eurasiatiques et libyennes a été délimitée, et je vous remercie. Merci Monsieur le ministre pour cette présentation. On a le temps pour une ou deux questions. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Barça. Le micro est là. Oui, je parlerai en trois si on est fait. Donc je me présente, c'est M. Barça, professeur de l'Université de étant donné la proximité, bien sûr, de notre université, c'est la région, on s'intéresse au magmatisme dans la région. Donc j'ai premièrement une petite question. Est-ce que vous avez parlé sur le paléomagnétisme? Sur le paléomagnétisme des roches magmatiques, concernant la région de Nicopout et tout le secteur magmatique. Ça, c'est la première question. Deuxième, est-ce que ça vous intéresse aussi les traces de fission? Tout ça va nous aider pour montrer l'orientation, la polarité de mise en place de ce magmatisme. Et pourquoi? Ça va nous aider dans la recherche minière. Donc, au lieu d'aller vers la continuité, souvent, c'est une région très riche en minéralisation aussi bien polymétallique que d'autres métaux d'actualité. Par exemple, on a trouvé au niveau du Kikunda des éléments qu'on appelle les métaux rares, et dans la région de l'Ipopote, c'est connu pour les polymétaux. Donc, premièrement, ça nous intéresse la mise en place de ces granites, leur profondeur, leur engagement, donc du point de vue paléomagnétisme, et les éléments qui vont nous guider et nous donner d'autres informations. En plus, est-ce que vous avez des forages sismiques ou géophysiques profonds pour nous donner la... Ok, merci. Alors, je dirais que le magmatisme a été un projet spiral, et donc ça fait l'objet d'une tête qui a été aujourd'hui, je ne sais pas, il a fait le détachement de cela. Ce qui était donc, bien sûr, ce travail doit être poursuivi, mais en termes de paléomagnétisme, le travail n'a pas été fait. Le travail, il faut savoir que, bon, je veux dire, là on a de bons marqueurs pour la datation.
Donc le paléomagnétisme, ça, soit il va vous donner effectivement des éléments de datation pour remonter à la courbe de dérive de la plaque africaine, ou bien peut-être la mise en place, mais quand vous avez des datations, effectivement, alors le paléomagnétisme par contre nous aide actuellement, il y a des travaux qui ont été faits sur des pointements pour voir, par contre, comme je l'ai dit au niveau de la partie nord, l'encaissement de la déformation par rapport à une problématique de rotation de bloc, plutôt par rapport à la tectonique active. Mais je pense que si on allait sur d'autres pointements dans la région d'Alnaba, on pourrait effectivement pouvoir caractériser la mise en place et le contexte. Et donc à partir de ce moment-là, travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir notre collègue Farida Cabo venir ici au CRAG, qui également travaille sur ces pointements, qui pourrait travailler sur ces pointements magmatiques et pourrait aller de façon très détaillée vous renseigner typiquement, je veux dire, sur les modes de mise en place et ensuite aborder les problèmes de fission et autres pour ensuite avoir à s'intéresser des problèmes au niveau de la minéralisation et autres, d'autant plus que c'est une zone effectivement riche en termes de ressources minières. Donc je pense qu'on est sur un travail court et qui doit être complété. Mais nous avons les techniques de paléomagnétisme. Au CRAG, nous avons une autre